Alors, je sais pas pourquoi, j'ai une grosse tête et toi, tu as une tête normale, mais c'est pas grave. Ça doit être l'orientation. Je m'avance pour avoir une grosse tête. Ouais. J'ai la grosse tête déjà, ça promet. Alors, bonjour à tous, bonsoir plutôt. Voilà, je suis avec Elsa Godard, philosophe, psychanalyste, et on profite de Dream Tanks et de l'été pour philosopher avec vous sur un très joli thème qu'on a décidé ensemble, tous anticonformistes. Je vais partager, à toi de prendre le relais, et ça commence dans 5 minutes. Bonsoir à tous. Vincent est en train de partager ce début de débat et donc je vous invite d'ores et déjà à faire de même. Donc vous pouvez relayer aussi bien sur les groupes, sur vos amis, dans les pages de vos amis. N'hésitez pas à relayer cette vidéo. Bonsoir Ophélie, je suis ravie de te retrouver ici. On échange souvent, c'est un plaisir de te voir ce soir. Pourquoi de l'intérêt du partage, c'est surtout parce que plus il y a de pensées diversifiées, peut-être que justement, peut-être que nous aurons d'autant plus de chances de pouvoir éviter le conformisme ce soir en ayant de la diversification. Donc je vous invite vraiment à partager ce début de live qui commencera maintenant dans quelques minutes. Donc je vais reprendre un petit peu brièvement le principe, ce qu'on avait établi avec Vincent et ce qu'on a établi ce qu'on a évoqué dans l'annonce. Donc en clair, Vincent et moi on s'est imposé un timing parce qu'on a tous les deux beaucoup de choses à dire et qu'on est assez passionnés. Et donc du coup on s'est mis une règle très sévère, plutôt difficile à tenir, mais bon, on compte sur vous aussi pour être nos meneurs de règles dans ce débat-là. Donc on s'est octroyé chacun 100 secondes, donc 1 minute 40. Donc la parole successivement à l'un et à l'autre pendant 100 secondes et ce pendant 20 minutes. Et après cela, bonsoir Anne. Merci Anne d'avoir partagé. Ouais. On voit ceux qui partagent, donc allez-y, partagez 10 fois partout sur toutes vos pages. On voit ceux qui ont partagé, on vous remercie vraiment, il faut qu'on soit super nombreux là. On est 15, il en faut encore. Et donc le but, ça sera donc on fera un débat Vincent et moi pendant 20 minutes, donc 1 minute 40 chacun de parole. Et après, bien évidemment, on aura le débat avec vous. Alors ça ne vous empêche pas d'ores et déjà, au moment de nos réflexions communes, de nos échanges avec Vincent, ça ne vous empêchera pas du tout de pouvoir poser déjà vos questions, puisque nous on les lira par la suite, on reprendra le fil des questions. Ouais. Et puis ça ne vous empêche pas non plus, bonsoir, coucou, ça ne vous empêche pas non plus bien évidemment de pouvoir échanger entre vous, parce que je rappelle que la force des Dream Tanks est à la fois de créer du lien par l'idée on pourrait dire, du lien par le débat. C'est joliment dit. Et donc c'est une occasion d'autant plus grande de pouvoir vous rencontrer aussi, vous les co-participants. Les copilotes. Les copilotes. Copilote du Dream Tanks. Donc n'hésitez pas à pouvoir, même pendant qu'on est en train d'échanger, de débattre Vincent et moi. Salut Cécile. Donc vous voyez, vous écrivez, on vous répond tout de suite, ça s'affiche en fait en même temps. Et donc on voit tout de suite vos remarques. Salut Frédéric. Coucou Frédéric, voilà, coucou Cécile. On capte super bien. Et ben c'est parfait. Moi je te propose qu'on continue. Alors le minuteur est là, vas-y, ouvre-le. Donc on a un autre smartphone qui va nous servir de minuteur. Voilà, ici. Voilà. Alors, je vais mettre ne pas déranger, ouais, c'est bon. Ouais. Ok, c'est bon. Alors, minuteur. Voilà, donc, je vous rappelle le principe. On fait 20 minutes de débat, Elsa et moi, 100 secondes à chaque fois, donc temps limité de parole. Et après ces 20 minutes, on aura 40 minutes d'échange avec vous. S'il y a des nouveaux venus, parce que là on est 32, on a doublé le score, et continuez de partager là ceux qui viennent de nous rejoindre, parce que vraiment, plus on est de fous, mieux on pense. Qu'est-ce que j'allais dire? Oui. Je suis pas dans ta tête encore. Il y a une énergie qui sort d'Elsa là. Elle est prête au combat. C'est impressionnant. Donc voilà. Bon, ok, ça marche. On y va, on se lance et puis on avance quoi. Ouais, on précise quand même que c'est une première pour nous deux. Farid, bonjour, bonsoir mon ami. Et coucou Claudine. Bon voilà, on a tous nos amis qui sont là. Farid, partage à tous tes amis en sociologie au Maroc, là vas-y tu partages, tu dis il y a un débat, venez les amis, comme ça en direct, salut Pierre, en direct on est nombreux et pendant tout notre débat, n'hésitez pas à repartager sur vos pages, sur vos groupes, sur vos journaux, voilà Frédéric merci, vous êtes 8 à avoir partagé, du coup on est 41, salut Bolga.
Donc Elsa, bah, à toi l'honneur, ou alors à moi, je sais pas. En tout cas, on se lance. Ça te dit de commencer? Bah écoute, je vais commencer. Tous anticonformistes, voilà la question. 20 minutes de débat, de duo et 40 minutes de dialogue avec vous. N'hésitez pas, on intégrera vos réactions au fur et à mesure. C'est parti, tu as le droit à 100 secondes. Démarrer, c'est parti. Voilà, donc ce sujet, quand on en a parlé avec Vincent, m'a beaucoup inspiré, puisque la question de la norme, c'est quelque chose qui est à la fois... Oh, lapsus! Ouais, je parle morne et norme. Non, mais il était très beau, c'est vrai. Ouais. La question de la norme, c'est quelque chose qui m'a longtemps, finalement longtemps questionné, et je peux commencer par des origines. Et je pense qu'on est tous passés par là, en fait. Ça a commencé pour moi, et je pense aussi peut-être pour vous, à l'époque de l'adolescence. Et s'il est une période qui finalement, structurellement dans l'évolution, dans l'étape constitutive d'un sujet qui est propice à l'anticonformisme, c'est l'adolescence. Pourquoi? Parce qu'il y a une quête identitaire. Et on essaie, comme on dit banalement, de se trouver, de savoir qui l'on est. Et donc, on commence à se construire en opposition à quelque chose. Et généralement, il s'agit d'être en opposition avec ses parents, avec ce qu'on reçoit, avec sa famille, et donc avec une éducation qui est posée et imposée de la même manière. Et puis, donc ça c'est un premier pas. Ensuite, comment se constitue encore cette pensée anticonformisme des origines, si je puis dire, qui est une pensée de l'identité. Ça se construit, et notamment évidemment toujours à l'adolescence, par le rapport au groupe. Donc on va s'associer à des groupes qui vont être des groupes d'identification. Vous allez avoir le groupe des surfeurs. Moi je suis dans le sud ici, je suis très inspirée, je me rappelle vraiment de mon adolescence. C'était avec les surfeurs? Non, j'étais évidemment pas. J'étais avec les rockers. Ah. On avait des Doc Martens aux pieds, on s'habillait baba cool et on n'en avait rien à faire de rien. Donc effectivement, cet anticonformisme, on pourrait dire presque, première idée que je voudrais poser pour ce cadre de débat, il est constitutif de la manière dont ton sujet se forme par essence. C'est-à-dire que l'anticonformisme naît dans une question identitaire. Qu'est-ce qu'être soi? Et je voudrais commencer par cette première question, cette première approche. 1 minute 38, tu es trop pro, j'avoue là que c'est formidable. Donc 1 minute 40 chacun. Ouais, et bonjour à tous, hein, vous dites bonjour, on ne peut pas parce que c'est un duo là, qui peut se terminer en duel. Alors, restons dans le débat. Ouais, j'ai lancé le chrono, donc c'est à moi, il faut te taire maintenant. Ah, quel plaisir. J'ai déjà perdu 10 secondes, là, vous voyez. Allez, arrête de me déconcentrer. Ok. Donc, c'est bien joli ce que tu fais, tu ancres ça dans l'identité, parce que ça t'arrange, parce que tu es psychanalyste, parce que tu as fait des thèses sur l'identité, d'accord, j'ai compris. Mais moi, quand on me dit anticonformisme, je pense société. Je ne pense pas tellement construction de l'identité. Je ne pense pas tellement en termes psychologiques, je pense plus en termes politiques. Pour moi, l'anticonformiste, c'est celui qui va aller, alors c'est sûrement psychologique évidemment peut-être, mais c'est pas par souci d'identification à un groupe, c'est par souci de justement vouloir trouver sa propre liberté intrinsèque. Ce que Max Stirner, qui est quand même le grand philosophe de l'anticonformisme, avec l'unique et sa propriété, Max Stirner a inspiré l'individualisme libertaire, des grands noms de la pensée moderne jusqu'au surréalisme et au dadaïsme. Max Stirner, justement, montre que nous sommes plus qu'humains, nous sommes uniques de par notre singularité. Et donc c'est moins par la conformation à un groupe qu'on devient anticonformiste en adoptant des normes, à contrario des normes sociales les plus couramment admises, que par une façon d'assumer sa différence, d'assumer au contraire son unicité. J'ai plus de 10 secondes, merci de me le faire remarquer discrètement, et donc je vais te laisser la parole. Mais j'ai pas fini. Hein, oui, je sais, c'est très dur. Ouais, c'est horrible. Vas-y, à toi. Alors, Vincent, moi, finalement, tu me dis que tu n'es pas d'accord avec mon point de vue, mais je trouve que tu t'accordes plutôt assez bien, puisque tu as employé le terme de singularité. Moi, je parle d'identité, et le problème même de l'identité, c'est la question de l'ipséité, c'est-à-dire la question de qu'est-ce que c'est qu'être soi. Et évidemment, tu renvoies, alors il y a deux champs dans ce que tu as dit, hein, mais je pense qu'il faut les distinguer, tu ne dois pas les associer, contrairement à ce que tu fais. Tu associes le social et le politique à l'individuel. Ok, ça peut venir, mais ça c'est un courant différent qui est l'individualisme. Ça n'a pas toujours été comme ça dans l'histoire. On a des périodes où le social c'était le contexte holistique, comme chez les Grecs par exemple, c'est un autre problème. Concernant justement tu parles de singularité, tu as tout à fait raison, et sur ce sujet-là, je ne peux que te suivre. Le premier point, et ça, de l'anticonformisme, il me semble que c'est la capacité à être soi en tant que chaque sujet est intrinsèquement différent l'un de l'autre. Donc en fait,
toute la tension, on pourrait dire, du conformisme et de l'anticonformisme, c'est à la fois être soi et le même que les autres, puisqu'on fait partie d'un groupe duquel on ne peut pas se détacher. Et là, j'en viens à mon second point, le premier étant la constitution intrinsèque d'un anticonformisme, je dirais presque constitutif du sujet, mais qu'est-ce qui fait qu'après l'adolescence, on devient conforme? Qu'est-ce qui fait qu'on se soumet, qu'on rentre dans le rang? Qu'est-ce qui fait qu'on devient commun, banal? C'est qu'il y a une fracture de cette folie de l'adolescence. Eh bien, c'est le groupe social qui la propose. Et ça, je voudrais rappeler l'importance et la difficulté propre au conformisme et à l'anticonformisme, qui, à la fois, on ne peut pas faire, on ne peut pas penser, on ne peut pas exprimer sa liberté au-delà ou en deçà de la norme. C'est-à-dire qu'on est obligé d'en tenir compte, qu'on soit contre, qu'on essaye de s'en extirper. Et c'est fini, et désolé, c'est fini. T'as dépassé de quelques secondes. 4. Il y a une charmante infirmière parmi nous qui dit moi j'ai essayé d'être anticonformiste et j'ai été rejeté. En fait, l'anticonformisme qui est à la mode dans le discours, on a aujourd'hui un discours anticonformiste. Tout le monde se dit rebelle, tout le monde se dit subversif, n'importe quelle merde commerciale est censée bouleverser les codes. Est censé remettre en question l'ordre établi, etc. On a l'impression d'être à écouter les discours dans une époque extrêmement rock'n'roll, hippie, underground. Voilà. Au bout du compte, on a affaire à un suivisme moutonnier extrême. C'est-à-dire que moi, ça me fait penser à la pub, je ne sais plus de quel parfum de merde, où on a Johnny Depp qui joue l'homme, ouais, bon, Dior, qui joue l'homme qui pleure, tatoué, et qui enterre ses oripeaux de virilité dans le sable. Enfin, voilà. Donc c'est une caricature, mais vraiment c'est le modèle même de la publicité aujourd'hui. C'est-à-dire grâce à Bidule, tu vas être anticonformiste. En fait, l'anticonformisme, plus fondamentalement, j'ai l'impression que c'est d'abord une quête philosophique. Et je pense qu'on ne peut pas être anticonformiste si on n'est pas philosophe. C'est pas du tout une pulsion de l'adolescence, c'est pas du tout un processus d'individuation. C'est d'abord une réflexion sur comment puis-je être véritablement moi sans me soumettre à des religions, à des dogmes, à la morale. C'est vraiment un rejet de la morale établie, de l'ordre établi, pour une quête de liberté qui est une quête pour moi d'essence philosophique. Philosophie et anticonformisme, à mon avis, vont totalement ensemble. À toi. 4 minutes aussi. 4 secondes aussi. 4 secondes de plus, mais bon. on essaie de respecter. Allez. Je suis complètement d'accord avec ce que tu dis, Vincent, et je voudrais rentrer là dans le cœur du sujet. Je vais un peu embrayer sur ce que tu dis. Pour moi, on est dans une société des injonctions paradoxales. Alors, je rappelle quelque chose de très simple, une injonction paradoxale, c'est quelque chose qui vous impose. En fait, vous allez faire quelque chose contre votre volonté sans que ce soit conscient. Par exemple, si tu ne fais pas tes devoirs, tu n'auras pas de dessert. Voilà, l'enfance est pétri, contre-pétri, on pourrait dire, d'injonctions paradoxales. Et ces injonctions paradoxales qu'on a à faire dans notre société contemporaine consistent précisément à nous donner l'illusion d'un libre arbitre sans pour autant en être. Orwell disait en 84 que l'injonction paradoxale, c'est le disait dans 84. Oui, pardon. En 48. Oui, en 48, dans 1984, que l'injonction paradoxale était le propre du totalitarisme. Et donc en cela, je pense qu'aujourd'hui, on n'a même plus le choix de ne pas être anticonformiste. Et si j'associais la question de la subjectivité ou de l'identité propre à l'anticonformisme, c'est pas pour le sortir du collectif ni du social, au contraire, c'est pour dire qu'il y a une tension dans notre société contemporaine qui veut qu'à la fois, on est dans on pourrait dire un hyper-individualisme, mais en même temps, on ne peut pas faire sans le collectif. Et les réseaux sociaux sont assez emblématiques de ça, parce que d'une part, on est seul et d'autre part, on est dans le tout. Et l'enjeu, c'est d'exister dans l'anonymat, dans la normativité, dans le conformisme, pour vous parler. Le selfie étant symptomatique de ça, c'est-à-dire dire je dans sa singularité, dans un collectif. Mais le point sur lequel je voudrais insister, il me reste 2 secondes, c'est qu'on n'a plus le choix aujourd'hui de ne pas être anticonformiste. Moi, je vais rebondir sur 2 remarques que vous avez laissées. D'abord, mon ami Farid, qui est philosophe et sociologue au Maroc, et qui dit une chose intéressante. Il dit que l'anticonformisme reste prisonnier des enjeux du conformisme, en étant anti, en étant contre. Et il dit préférer, et Farid, je suis d'accord avec toi, le terme non-conformisme.
Le non-conformisme, et c'est ce que dit aussi Asma, Asma vient de dire à l'instant que l'anticonformisme n'est pas une finalité, il résulte de choix de valeurs et qui font ces choix qu'après on se retrouve marginalisé. Et ça c'est important parce que on peut considérer l'anticonformisme comme une posture plus ou moins à la mode, avec cet élan de subversion. Touche pas à Adep, dit Ophélie, ça me fait rigoler. Cet élan de subversion lié à l'anticonformisme, c'est-à-dire la figure du rebelle, du héros qui va affronter les normes sociales et subvertir tout. Mais le non-conformiste, c'est celui qui ne choisit pas ses valeurs, ses comportements, ses habitudes par rapport à une norme, mais essaye d'écouter au plus profond ses désirs, sa façon intègre d'appréhender la vie dans sa sensibilité, dans son émotion, avec son vécu, avec ses rêves, avec ses ambitions. Et effectivement, peut-être que l'enjeu véritable de l'époque, c'est le non-conformisme, qui est tellement dur aujourd'hui à obtenir, faire ses propres choix de valeurs indépendamment des dressages, dirait Nietzsche, de l'obéissance généralisée. C'est tellement dur, d'autant plus dur, qu'aujourd'hui l'anticonformisme est en fait contre-révolutionnaire, puisqu'il nous oblige à prendre une fausse posture de non-conformisme. Une fausse posture. Ouais, j'ai fini, vas-y, à toi, Julie. Ah, c'est frustrant, c'est frustrant. Alors, oui, mais je continuerai. Ouais, moi j'adore cette idée de non-conformisme plutôt qu'anticonformisme, parce que justement, je voulais opposer l'anticonformisme à un esprit de contradiction impensé, spontané, et justement qu'on retrouve à l'adolescence et même avant, systématique. Et c'est contre cette systématisation qu'il faut aussi lutter. Et aujourd'hui, l'anticonformisme est devenu le conformisme par essence. Et j'aime beaucoup la distinction que tu fais entre anti et non-conformisme. Dans ce sens, je voudrais rajouter quelque chose. Aujourd'hui, l'anticonformisme, me semble-t-il, s'associe à la figure du sensationnel. Être anticonformiste, c'est monter en puissance, monter aux enchères, le côté sensationnel. Et on confond sensationnel et anticonformisme. Et il me semble que, pour moi, l'anticonformisme, dans son essence, c'est celui qui crée la norme, c'est celui qui est avant la norme, c'est celui qui crée la règle. Et en ce sens, je voudrais vous proposer 4 figures, pour moi, de l'anticonformiste. La première, c'est celle de l'artiste, qui crée la règle avant. Alors, on va distinguer, on distingue régulièrement le génie peut-être de l'artiste un peu plus simple. Ouais. Le génie, c'est celui qui va inventer une école. Donc, il crée la règle, il crée le style, il crée une norme en art. Ensuite, je voudrais parler du révolutionnaire, ou encore plus encore du dictateur. Le révolutionnaire, c'est celui qui renverse pour imposer un ordre peut-être qu'on ne connaissait pas, ou une figure politique qu'on ne connaissait pas. Ensuite, c'est le héros. Le héros, c'est le soldat qui sort du rang. C'est celui qui, à un moment donné, quelles que soient ses raisons, va sortir de l'endoctrinement qui est celui qu'on lui a imposé. Oui. Et la dernière figure, c'est celle du narcissique. Le narcissique, pourquoi? Parce que... tu l'expliqueras après, parce que ça m'a parlé. C'est une règle très dure qu'on s'est fixée 100 secondes. Je vois très bien où tu veux en venir, mais pour moi, encore une fois, tu occultes la dimension politique complètement. C'est-à-dire que tu dis l'artiste, tu dis le génie, le héros, etc. Excuse-moi, mais il n'y a pas de le. Il n'y a pas de le. Le génie n'est génie que dans une école, que dans une époque, qu'avec une sensibilité et des mœurs particulières. Et c'est tout le problème d'ailleurs du non-conformiste. Le non-conformiste est peut-être avant-gardiste de normes nouvelles que sa posture rebelle, iconoclaste, justement, favorise à faire émerger. Je pense par exemple à deux chanteuses anticonformistes. Brigitte Fontaine, que l'on connaît bien. Brigitte Fontaine, toute l'œuvre de Brigitte Fontaine, c'est une œuvre d'anticonformisme. Elle est folle, elle a une poésie surréaliste, elle est complètement déjantée, on sent que dans ses interviews, elle est ingérable. Au niveau médiatique, elle ne se soumet pas au jeu médiatique. Et Brigitte Fontaine, qui est pour moi une immense chanteuse, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que c'est dans l'époque, c'est par rapport à l'époque. Il n'est pas dit que dans 50 ans, Brigitte Fontaine sonne aussi avant-gardiste qu'aujourd'hui. Et je pense à une autre chanteuse, cette tunisienne, cette fois, Rochdi, alors il y en a peut-être qui la connaissent, Chafia Rochdi. Chafia Rochdi, à l'époque, c'était vraiment, c'est-à-dire qu'on est dans les années 40, en Tunisie, c'est vraiment l'anticonformiste absolu, rebelle, qui scandalise Tunis en étant décapotable, voilé, en allant dans les rues de la capitale, et qui s'est marié 10 fois, ce qui à l'époque était absolument dingue. Aujourd'hui, je pense... Voilà, 10 secondes, j'ai oublié. Ouais. Non.
C'est horrible. Vas-y, continue. Je t'écoutais Continue sur aussi. ton- Ouais, donc je disais qu'il y avait... Donc, Mais il faudrait qu'on puisse se répondre parce que là on risque d'être. Attends, j'interromps 2 secondes le compteur. Voilà, j'interromps. Il faudrait qu'on puisse. Parce qu'on expérimente avec vous, hein, dites-nous Oui, ce que on vous en teste. pensez. Mais il faudrait qu'on puisse quand même se répondre, que chacun ne suive pas son Non, truc non, et non, que ça je croise. vais continuer. Bien sûr que Voilà. moi je rebondis sur Mais ça. je dis pour moi Oui, aussi. oui, oui, C'est parti, mes amis. Donc j'écoute intensément ce que tu dis. Je suis d'accord sur le fait qu'il y ait toujours une dimension politique, comme tu le soutiens, que ce soit dans le discours, dans la posture, dans l'attitude, dans le comportement, dans l'action, dans l'agir. Mais il est vrai qu'à la différence de toi, moi j'ai une conception du mouvement social et du mouvement politique de la cité du vivre ensemble qui ne peut partir que d'un mouvement de l'ensemble des individus. Contrairement à Rousseau, pour qui la volonté générale, ce n'est pas la volonté de tous, donc de chacun, moi je pense au contraire que c'est par la volonté de chacun et par donc la mobilisation de chacun qu'on peut changer le collectif. Mais ça, on a des avis différents là-dessus. Il est évident qu'un anticonformisme a un discours. Et c'est d'ailleurs la différence que tu fais entre anti et non-conformiste. L'anticonformiste, c'est celui qui a un discours qui est contre la norme ambiante, c'est-à-dire qu'il y reste d'une certaine manière. J'avais établi 5 figures, pas 4, 5 figures de l'anticonformiste. Il y avait le narcissique, forcément, puisqu'il est tellement centré sur son moi qu'il ne peut pas voir autre chose. Et la norme, elle ne passe pas dessus parce qu'il n'est pas capable de s'y soumettre. C'est pathologique, j'en reparlerai tout à l'heure certainement. Et la dernière figure que je voudrais évoquer, c'est celle du fou. Parce que la folie, et parfois souvent donc on parle du génie créateur, la folie, c'est celui qui ne peut pas, par essence, se soumettre à la norme. Et donc ces 5 figures anticonformistes composent quelque chose d'inédit. Et pour moi, l'anticonformisme, mais je préférerais parler à partir de maintenant de non-conformisme, c'est ce qui génère de l'inédit, c'est ce qui génère de l'inattendu, c'est ce qui rend un horizon possible au-delà de ce qu'on pourrait penser. Juste une dernière chose avant de poursuivre. Non, tu peux pas, mais tu le feras après. Ok. C'est parti pour moi. Alors oui, j'entends ce que tu dis. Ce que tu dis va très bien avec l'ambiance développement personnel. Il faut dire ce qui est, c'est-à-dire qu'on ne peut changer la société que par des mobilisations individuelles. Ça serait tellement bien si ça marchait comme ça. En fait, ça ne marche pas comme ça. La plupart des individus se révèlent pris dans un mouvement historique. Rien qu'à voir la révolution tunisienne. La révolution tunisienne, les individus, la veille, avaient peur. Il y avait quelques rebelles, quelques personnes courageuses qui tenaient tête au système de Ben Ali, quelques dissidents de gauche notamment, qui militaient, et tout le reste avait peur. Toute la société était paralysée et ils pensaient manger encore du Ben Ali pendant des années. Et tout d'un coup, ça a pris feu. Ça a pris feu dans les villes pauvres, ça a pris feu dans les racines de la population. Évidemment, les intellectuels ont pu donner un corpus à tout ça, mais c'est vraiment un mouvement populaire. Et tout d'un coup, plus personne n'a eu peur. Et ça a duré en 2 jours. En 2 jours, plus personne n'a eu peur et on a pu vivre dans les 3 premières années de la révolution tunisienne une véritable démocratie active. C'est mon maître Fatih Triki qui explique ça dans son livre à paraître, la démocratie active, qui n'est pas la démocratie participative, c'est une démocratie qui accepte justement le non-conformisme, la désobéissance, les sit-ins, la partie active qui va justement être contre l'ordre établi. Et donc l'individu est beaucoup plus perméable que ça au mouvement de l'histoire. Et on le voit même dans l'inverse avec les dictatures et le nazisme. Donc ce n'est pas la mobilisation individuelle qui fait la révolution, c'est la révolution qui fait la mobilisation individuelle. D'accord, mais moi je vais prendre le contre-pied de ce que tu dis parce que dans la France de Pétain, par exemple, quand il y a un mouvement de résistance qui a commencé à se mettre en place, ça a été des volontés particulières qui ont décidé de s'associer, de se rencontrer et après de créer un collectif. Ou l'inverse. L'appel de Gaulle à... Bon, bref, allez, vas-y. Oui, ben oui, mais ça s'est passé. Il y a une mobilisation et simplement de dire, quand un collectif meut des volontés qui ne sont pas des volontés individualistes, on est dans quelque chose qui est de l'ordre d'un totalitarisme, c'est-à-dire ou du dogmatisme. On est dans quelque chose qui, s'il n'y a pas une volonté intérieure de vouloir changer les choses, ben oui, mais ça part de là. Il faut être capable qu'il y ait une adhésion à cela. Après, savoir si c'est l'individu qui fait le collectif ou le collectif qui fait la puissance de la somme des individus, c'est une autre problématique. Juste, je voudrais rajouter, parce qu'on est presque déjà à 20 minutes, je voudrais rajouter une notion qui m'est chère dans l'anticonformisme ou le non-conformisme, c'est la distinction entre le normal et le pathologique. Et j'aime beaucoup, parce qu'effectivement,
Pour moi, les injonctions de la norme aujourd'hui sont très graves et très lourdes, au niveau individuel comme au niveau collectif. Parce qu'on est tous sans s'en rendre compte. J'adore ton terme de moutonnerie, je l'avais appris avec toi à l'époque et je l'emploie souvent en te citant, Vincent. Mais pour moi, effectivement, on est dans une... Oui, mais tu l'emploies bien. On est dans un registre de moutonnerie, mais ça nous donne toute l'illusion d'un libre arbitre. Et ça, c'est les paradoxes de notre modernité, de notre contemporanéité, où on a à la fois des individus qui se croient en toute puissance, sans pour autant avoir la capacité de pouvoir être réellement libres. Et sortir de la pensée par un esprit critique, et c'est là où je rejoins ce que tu disais tout à l'heure sur la force de la philosophie, c'est ce qui nous permettra d'être libres, pas tant anticonformistes, mais surtout libres. Alors, on va faire encore un échange, et puis après on dialogue avec vous. Donc n'hésitez pas, une fois qu'on est dans le dialogue, et puis on va reprendre des réactions. Ça, c'était pas compté dans mon tour de parole. Voilà, maintenant c'est mon tour de parole. Que dire Les bonnes gens n'aiment pas que l'on suive une autre route que. C'est Brassens qui chante ça. Les braves gens ou les bonnes gens n'aiment pas que l'on suive une autre route que. Voilà, Brassens est anticonformiste. Il n'est pas simplement non-conformiste. Moi, j'aime bien le côté anti. Parce que le non-conformisme, c'est juger un état de fait. J'ai mes propres normes, tiens donc, elles sont différentes de celles de la société. Bon. Mais on peut être volontairement anticonformiste. Et être volontairement anticonformiste, c'est-à-dire afficher une politique, être dans une politique de sédition par rapport aux normes générales, eh bien, il y a quelque chose effectivement de révolutionnaire. Et je crois vraiment qu'on n'a pas le temps, mais il faudrait vraiment s'étendre sur ce concept de révolution. Ce concept de révolution, notamment par rapport à l'esprit petit bourgeois, qui est la norme aujourd'hui. C'est qu'on doit parler de la norme. La norme aujourd'hui, c'est le petit bourgeois, consommateur de sa vie, qui gère, qui a peur de vivre, qui a peur de l'extase, qui a peur de tout ce qui sort de son contrôle. C'est le contrôle fric. Emmanuel Macron, c'est typiquement le président du conformisme obligatoire. Et on voit bien même avec toutes les mesures qu'il met en place, l'absence par exemple de pénibilité au travail. Aujourd'hui, ceux qui cassent le bitume, eh ben, leur métier ne sera pas jugé comme étant un métier pénible, il sera jugé comme les autres. Cette idée de conformer tout avec l'idée d'un contrôle absolu. Dans tout conformisme, il y a le fantasme nocif, toxique du contrôle possible. Et l'anticonformisme, c'est celui qui dit « on ne me contrôlera pas dans ma subjectivité ». Et quelque part, c'est une révolution permanente de l'individu par rapport à la société. Mais moi, je vais te contrôler dans le temps. Voilà, vas-y, à toi. Oui, là, je suis tout à fait d'accord avec toi et je pense qu'il faudrait même rajouter une notion supplémentaire à l'anticonformisme, c'est la question de courage. C'est qu'à un moment donné, il faut être capable de pouvoir s'élever contre une norme établie. Mais encore une fois, moi j'insiste là-dessus, pour pouvoir être dans ce registre-là, faut-il en avoir conscience. Et le problème du conformisme, c'est qu'on est dedans sans le savoir. Et que donc du coup, et alors c'est encore plus pervers notre société contemporaine, parce que sous couvert d'être chacun exceptionnel, sensationnel, de faire toujours différent, finalement, ça n'a plus de sens. Et il ne devient même plus possible d'être anticonformiste. Ça devient une gageure, littéralement. Donc, voilà, c'est pourquoi je voudrais distinguer le normal du pathologique, en m'amusant à encliner à la canguilène, parce qu'on est peut-être dans une société pathologique du conformisme, où il n'y a plus de champ possible. Normopathe. Oui, exactement. Où il n'y a plus de champ possible, d'expression possible. Soit on est au pas dans la norme, manger 5 fruits et légumes par jour, avec des injonctions qui nous écrasent de toutes parts. Soit on est anticonformisme, et là on est dans les injonctions paradoxales que j'évoquais tout à l'heure. Dès lors, qu'est-ce qui nous reste comme marge de manœuvre ? C'est pourquoi j'ai insisté, moi, sur mais je suis pas contre, au contraire, hein, l'idée du collectif et la force du collectif. Hein, je dirais même que c'est une puissance inexploitée aujourd'hui. Hein. Mais je suis quand même partisane de l'élévation de l'esprit critique, de se penser comme sujet, de manière à rester des esprits libres et à s'auto-critiquer en permanence. Quand je rappelle que la critique, ce n'est pas être dans le négatif de quelque chose ou simplement dans l'anti-quelque chose, mais c'est de se penser soi-même par rapport à cette chose. Donc je termine notre duo, lourde responsabilité. Écoute, c'est super intéressant. Cet exercice est juste génial. Je ne sais pas ce que vous en pensez. On attend votre avis. Attendez, je fais. Bon, bah, je finis. Après, on fait un okay. Tu dis le courage. Le courage, pour moi, c'est la philosophie. Il n'y a pas d'autre courage que le courage.
il y a la philosophie, puis il y a l'homme de l'épée qui va au-devant de l'ennemi, évidemment. Donc le soldat peut être courageux, enfin le soldat quand il n'obéit pas, mais qu'il obéit qu'à sa cause, qu'à ses valeurs, est courageux. Mais sinon, c'est vraiment la philosophie. Il n'y a pas de philosophie sans véritable courage. Et donc l'anticonformisme, pour moi, c'est l'attitude du philosophe. Diogène est éminemment philosophe, Socrate est éminemment philosophe, Gramsci est éminemment philosophe. Alors, le problème, c'est que c'est tellement valorisé, ça, parce qu'on sait bien qu'il faut il faut avoir un jugement critique et sortir des tutelles pour être anticonformiste. Et donc, on veut avoir l'effet sans avoir la cause. On veut avoir l'habillage de l'anticonformisme, tout sans avoir la remise en question profonde de soi et des normes. Dernière chose aussi, je pense qu'il faut vraiment nommer cette époque, c'est un enjeu extrêmement important. Je pense aujourd'hui que dans l'idée d'anticonformisme, il y a l'idée d'une peur de la liberté. Pourquoi sommes-nous conformistes ? Et je pense qu'on le sait qu'on est dans le confort, on le sait qu'on est dans l'obéissance. Mais pourquoi on tombe là-dedans, dans cette veulerie au quotidien ? C'est parce que c'est un confort survalorisé par la société qui nous paye grassement pour notre conformisme, pour notre obéissance, et parce qu'on a peur de devoir inventer sa vie. Le conformisme est une absence de création de vie. Et on n'apprend plus aujourd'hui que la vie est une création particulière, une œuvre-vie. Arrêtons là. Je voudrais juste en un mot. Non. Et si, on peut dire en un mot pour toi ce que c'est que l'anticonformisme et en un mot pour moi ce que c'est. Ça serait conclure et donc nier leur Non, participation. conclure notre débat. Donc, dis ce que tu veux, vas-y, mais moi non. Bon, moi j'attends la fin. Okay. Non, mais vas-y. Non, on prend la fin. Je suis d'accord. Ok. Mes amis, c'est le moment tant attendu. Enfin, j'espère que ça vous a quand même intéressé comme mise en bouche. Maintenant, on va dialoguer avec vous directement. Vous pouvez reposer vos questions. Moi, je vais essayer de voir celles qui ont été posées. Oui, parce que moi, je ne les vois pas. Je vais les lire à haute voix. De toute façon, toutes les questions seront lues à haute voix. Ah, c'est sympa, merci. Cécile, alors là, vous discutez entre vous. Vous êtes excellent, merci. Bah, c'est gentil, Aude. Le courage est un mythe. Farid, le courage est un mythe. Donc, chacun va s'emparer d'une question. Moi, je ne les vois pas. Non, mais je vais les lire. Ah, ouais, je vais lire une question, tu t'en empares, je m'en empare. Ok, ça marche. Donc, voilà, et on garde nos 100 secondes à chaque fois. Christophe, pourquoi parler obligatoirement de révolution ou de rébellion pour être anticonformiste ? Il y aurait un conformisme à être anti, mais la pulsion de la critique créatrice est peut-être la source de ce courage à être soit dans la réalisation de sa libération. Soyez plus concis, les amis. La peur de changer est un silence. La maison brûle et nous regardons ailleurs. T'as envie de répondre ou juste une remarque ? Brièvement, oui. Alors, donc, brièvement, c'est 1 minute 40. T'es prête ? Ouais, même peut-être un peu. Attends, j'en prends. Si on en prend d'autres, on en prend plusieurs. Ouais. On prend plusieurs questions, plusieurs remarques. Parce que personne ne nous dit que nous sommes une chance sur 400 000 milliards, c'est-à-dire extraordinaire. Ça, c'est Alexandra. C'est joli, ça. Nabil qui discute avec Frédéric. D'accord. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? Waouh, vous partagez à fond, les amis, c'est super. Hein. Vraiment, bravo pour les partages. On est 60, c'est génial. Steph qui dit « Tout anti pense dans le sens de cela contre quoi il est anti », dit Heidegger, qui n'était pas du tout anti-nazi. Quoi d'autre ? Tu dis que tu veux... Ouais. Florent, comment s'émanciper des pressions sécuritaires ? Super question, ouais. Florent. Waouh, ça c'est très bien. Enfin, ça c'est très bien. Moi, ça m'évoque vraiment un questionnement. T'y vas, j'y vais. Bah, vas-y, commence si tu veux. Surtout ça, attends, on essaie de prendre le pouls. Là, on prend le pouls de vos questionnements, hein, mes amis. S'il y a des questions qu'on a loupées, faites un copier-coller pour nous, comme ça s'affiche à nouveau. Hein, n'hésitez pas. Et partagez toujours, bien sûr. Je crois que c'est bon, là, pour l'instant, il n'y a pas... peur d'oser d'être soi, peur de sortir de la zone de confort, peur de perdre nos miettes, nos maigres salaires, nos jobs, notre maison, demande Aude, peur d'oser ou être soi. Bolga, peut-on échapper au conformisme ? Question piège, marrant. Rosalie, s'il y a trop d'anticonformistes qui se côtoient, est-ce un risque d'une dilution de la force de changement et d'évolution ? Tu notes, hein ? Ouais. Par le courage d'être soi, Alexandra. Voilà, on voit un peu l'ambiance. Hein. Je pense qu'on peut répondre. Ouais. Je te propose un petit... Alors maintenant, ce que je te propose, c'est qu'en répondant, on essaie de lire les trucs. Ouais. Et on essaie d'avoir un dialogue avec eux tout en continuant notre... Comme on fait d'habitude sur les Dream Tank. Vas-y, alors je réponds. Donc, la peur sécuritaire qui a été soulevée me semble extrêmement intéressante. Aujourd'hui, on nous vend de la sécurité contre notre obéissance. Et donc aujourd'hui, plus il y a de terreur, plus il y a de peur, plus il y a une agitation souvent stérile des peurs dans la société,
Parce que ça ne sert à rien d'avoir peur. Face au terrorisme, il faut agir, il faut être lucide, il faut parler, dialoguer, ce qu'on a essayé de faire sur Dream Tanks ou sur Néo-Résistance. Mais avoir peur ne sert strictement à rien, si ce n'est qu'à tomber dans des préjugés racistes et autres. Donc plus on est dans une société qui met en avant les peurs, plus on attend de nous notre obéissance. Et donc, j'insiste, l'anticonformisme revendicatif, rebelle si vous voulez, c'est d'abord je désobéis et ensuite je vois si j'obtempère ou pas, si j'obéis ou pas. C'est un postulat de clash désobéissant d'abord. C'est d'abord remettre en question par l'humour, notamment par l'humour, et tous les grands anticonformistes sont d'abord des gens qui sont pleins d'humour, et tous les mouvements anticonformistes, du dadaïsme au mouvement bohème en Italie, scapigliatura en italien, les scapigliaturi, la scapigliatura, c'est un mouvement italien des années 1860-1880, en Italie du Nord, ça a commencé à Milan, et qui était vraiment dans un mépris total des normes morales de l'époque. Ça donne le mot bohème, et d'ailleurs Puccini, qui a fait ses armes dans la scapigliatura, Puccini a fait l'opéra La Bohème pour ça. C'est-à-dire, on est contre les normes, on peut afficher des trains de vie dissolus, mais c'est surtout trouver un autre point de vue alternatif sur le monde. L'anticonformisme, c'est ça, c'est la capacité à créer de l'alternative et assumer ses différences contre le monde entier. J'ai oublié de te dire. J'oublierai pas, vas-y. Ah bah, dommage. Non, mais c'est passionnant ce que tu dis, je prends dans le fil de ton discours. Il est vrai que, je ne sais plus si c'était je crois que c'était Verdi aussi, sur le chant des esclaves, le Nabucco, où tu parlais de... Ça, c'est un point qu'on n'a pas développé, mais qui est très important, c'est la question de l'opposition bourgeoise, l'anticonformisme, l'anti-bourgeoisie. Et il me semble qu'à la première du Nabucco, tous les grands qui étaient invités donc pour cette représentation, tous les grands aristocrates ont donné leur place au valet. Et alors, ont donné leur place aux valets et aux femmes de chambre parce que c'était un opéra révolutionnaire. Moi, je vais passer à une autre question, celle qui a été posée et qui était à maintes reprises, la question de la peur d'être soi. Évidemment, s'il est un maître mot de l'anticonformisme, c'est la désobéissance. Mais pour désobéir, faut-il être libre? Et pour moi, c'est une grande difficulté que de penser le rapport de la norme et de l'antinorme, pour une raison simple, c'est qu'il faudrait être asocial, pas dans le sens d'être, au sens littéral, c'est-à-dire d'être en dehors de toute société, ce qui n'a pas de sens pour un individu. On grandit, on est pétri de conventions, on est dans un contexte de cette nature et on ne peut pas faire sans. Donc quelque part, il faudrait être capable d'être presque, de naître à blanc, hein, vierge, de toute chose, de toute influence, pour pouvoir être totalement libre de la norme, ce qui n'a pas de sens. Donc l'enjeu, en fait, c'est de penser pas totalement libre, mais le plus librement possible, et de se libérer au maximum de ce qui a été de l'ordre de l'acquis et de l'éducation. Je reprendrai cette question plus tard. Je réponds à une remarque qui a été faite, je ne sais plus de qui, excusez-nous, hein, mais je lis à chaque fois, on lit, pendant que l'autre parle, l'autre lit ce qui apparaît. Il y a un certain anticonformisme dans certains milieux bourgeois. Oui, dans ce sens-là, oui, effectivement. Si l'anticonformisme, c'est juste avoir des traits d'humour et d'esprit dans les salons mondains, il existe. Mais l'anticonformisme dont je parle, et je citais ce mouvement artistique, la scapigliatura, c'est pas simplement qu'ils étaient bohèmes et qu'ils remettaient en question les normes, c'est qu'ils étaient réellement contre la culture officielle italienne. L'anticonformisme est d'abord un anticonformisme contre de l'officialité, de l'officialisation, une culture officielle, des traditions de pensée, de l'acquis qui n'est pas remis en question. Et ça, c'est vraiment fondamental. C'est-à-dire que la désobéissance anticonformiste n'est pas une désobéissance d'adolescent attardé qui dit non aux autorités tutélaires. La désobéissance anticonformiste est une insurrection par rapport à l'officialisation d'une culture. C'est-à-dire c'est ce qui va remettre en langue vivante une culture qui aurait tendance à se fossiliser, s'enquister dans des choses acquises. Une culture qui ne serait plus dangereuse est une culture profondément dangereuse. Et donc remettre la culture en enjeu, en danger, faire en sorte que ça grince. Quand je parlais de Brigitte Fontaine, elle écrit sur le cancer. On n'a pas attendu Stromae pour écrire Beau cancer, Brigitte Fontaine par exemple. On prend des choses grinçantes, on prend nos peurs oubliées par ce système notamment bourgeois de consommation et on remet nos obsessions au goût du jour. C'est ça pour moi l'anticonformisme.
Moi, je vais me faire mon propre copilote. Je vais me faire ma propre auto-questionneuse. Mais t'en as plein là. Oui, je sais, mais je vais rebondir sur les questions. Attends, juste, je lis juste une question, tu verras si t'en fais quelque chose. Volga qui dit « Oui, mais la peur est illusoire. Mais remettre en question la norme est un joli combat. Le point de vue de l'alternatif est parfois vital. Je me bats dans un système où la recherche cancer et les effets ont des normes grotesques à mon goût. Je désobéis et me soigne avec mes normes. Et je suis au-dessus de ma peur, donc libre de goût. » Je lis encore 2-3 trucs, après on rebondit. Le conformisme, c'est de l'amour, pour l'interrogation. Le dandisme aussi, dit Liliane. Christophe, il faudrait se libérer des dogmes et des normes. Avoir cette liberté et ce courage. Mais cela doit être source d'un contenu. Cécile, voilà, après c'est une discussion. Voilà, alors, ce que tu veux de ça. Et on part sur zéro. Donc oui, je vais rebondir sur le cancer tout de suite parce que ça rejoint tout à fait ce que disait Canguilhem qui distingue l'anormal de l'anormal. L'anormal, c'est ce qui s'oppose à une norme établie, et l'anormal, c'est ce qui est source d'une anomalie. Et ce qui est de l'ordre du pathologique, c'est davantage de l'anormal, c'est-à-dire c'est ce qui est finalement source d'une anomalie. Il faudrait opposer, nous dit Canguilhem, davantage le pathologique au malsain qu'au normal. Et en cela, il a cette phrase célèbre de dire que finalement, ce n'est que le patient lui-même, l'individu en fait, qui peut se proclamer malade, parce que c'est en fonction de son état habituel qu'il faut être capable de juger un état pathologique. Donc il faut distinguer la normale de l'anormale. Et je pense que ça, si on le met en dehors du contexte simplement médical et qu'on le met au niveau sociétal, c'est très riche et extrêmement passionnant. Parce que cela implique de revisiter en permanence la norme en fonction de ce qui semble juste et ce qui a du sens. Et souvent, la norme n'est pas forcément juste et n'est pas forcément ce qui est porteuse de sens. Néanmoins, je voudrais rebondir encore sur une question. Je n'ai pas fini la question de la peur d'être soi, mais là, justement, merci Vincent d'avoir lu le reste. C'est une illusion, la peur, j'ai entendu. Et il y a quelque chose de ça quand même, parce qu'on peut imaginer aussi qu'il y a une paresse à ne pas être soi, quelles que soient les causes ou les circonstances. Parce que je voudrais rappeler que si on a parfois tellement de mal à être anticonformiste et à se soumettre donc en cela à la norme, c'est parce que c'est rassurant. Et ce qui est rassurant, c'est le fait des habitudes. Parce que les habitudes, ça nous permet d'agir sans réfléchir, ni sans nous remettre en question. Et donc effectivement, il peut y avoir une illusion. Moi, je pense que la peur d'être soi, c'est du registre de l'illusion. Et je pense que ce qui paralyse l'anticonformisme, ce sont les habitudes. Oui, ce qui paralyse l'anticonformisme, je ne saisis pas. Ce qui paralyse l'anticonformisme, c'est les habitudes. Moi, je ne vois pas ça. Bon, pour moi, dans l'anticonformisme, il y a d'abord une colère justement contre les habitudes. L'anticonformisme, il y a un film qui s'appelle Fight Club qui montre ça, et qui rejoint la folie dont tu parlais tout à l'heure. C'est-à-dire que c'est vraiment l'idée de sortir des habitudes, quitte à créer de l'absurde, quitte à créer de la mort, quitte à créer quoi que ce soit, mais c'est vraiment une insurrection contre l'habitude. Il y a un personnage de BD qui s'appelle Lester Cockney, je ne sais pas si tu connais, c'est une BD des années 80 sortie dans le journal de Tintin par France Drapier. Et donc Lester Cockney, une sorte d'indiscipliné fondamental, c'est un mec roux aussi, on connaît physiquement en quoi il ressemble, irascible, qui a la haine de la discipline militaire et qui est indiscipliné justement. Moi j'appelle justement mes copilotes sur ma page les indisciplinés, mais c'est pas pour rien. C'est-à-dire ne pas suivre une discipline, pouvoir être toujours dans le dissensus par rapport à un code donné, à une norme donnée, et pouvoir inventer sa propre marche indépendamment des injonctions. Ce courage-là va avec la colère. Et ce personnage de BD m'intéresse parce que c'est vraiment un mec qui se met en colère, mais une colère furieuse, une colère digne d'Achille, justement. Et la colère, c'est ce qui fait bugger le système bien huilé de l'hypercontrôle et du conformisme. Le conformisme, le système conformiste a la hantise de la colère, d'où l'assertivité, c'est-à-dire essayer de plaider sa cause en entreprise sans se mettre en colère, justement, en revendiquant ses droits. Et la colère, je pense, est la racine même, le thumos grec, l'impétuosité, la racine de l'anticonformisme. Stop. J'ai toujours rêvé de te faire taire, Vincent. Alors, ça rejoint une question qui a été posée tout à l'heure, c'est-à-dire peut-on être anticonformiste dans le cœur sans le dire? Voilà. Et ça, c'est une belle question aussi parce qu'elle nous invite à réfléchir sur le passage à l'acte. Est-ce qu'on peut être seulement anticonformiste dans l'intention ou est-ce que cela implique nécessairement une action derrière? Alors, tu parlais des actions collectives. Moi, je pense que l'anticonformisme, ça peut être une posture, je déteste ce terme posture qui me renvoie à l'idée d'une potiche, c'est-à-dire d'une facticité. Je préfère le terme de position, une position dans la société.
Et effectivement, je pense que l'anticonformisme implique une action. Et cela ne peut pas se contenter d'une simple intentionnalité. Il doit y avoir un enracinement derrière tout cela. Quant à la colère, bien sûr que je dirais même plus que ce qui génère la colère, c'est le sentiment d'injustice. Ce qui nous donne, finalement, on peut être très très bien dans la norme. Notre société, elle nous invite à être des injonctions, à être anticonformistes. On doit être différent, on doit être sensationnel, elle donne toujours plus. Mais on peut être très bien dans la norme, et alors on n'a pas besoin d'être anticonformiste pour le plaisir de l'être, c'est que ça doit avoir du sens. Ce qui doit avoir du sens, c'est ce qui doit précisément être capable de nous révolter intérieurement. Et c'est souvent un sentiment d'injustice qui nous saisit de l'intérieur. Après, il y a la capacité de se hisser à cet idéal anticonformiste parce que ça a du sens. Et en cela implique du courage, ça implique un passage à l'acte. Et il y a une autre attitude qui consiste à être dans la mollesse et qui consiste à voir cet anticonformisme possible, à la nécessité de constituer un idéal, qu'il soit social ou individuel, et ne pas avoir le courage de pouvoir l'accomplir. On va lire quelques questions. Jérémy, l'habitude nourrit un système qui crée l'habitude, alors que l'anticonformisme, c'est sortir de ce cercle. Ali, s'il vous plaît, donnez une chance à la dame de parler. Alors, Ali, c'est 100 secondes chacun. Ouais, on est hyper équitable. On est équitable à fond. Alexandra, j'ai croisé en entreprise des anticonformistes de l'ombre. Je ne les oublierai jamais, je garde leur courage au fond de mon cœur. Liliane qui dit, le pas de vague, la peur de la colère, le faire pas de vague, ne pas faire de vague. Ouais, Volga, être hors norme est un choix, et lorsqu'il a du sens, cela crée la normalité du « je suis », et cette puissance d'être vivant, c'est d'être dans un nectar de sa vraie norme. Wow. Christophe, la colère juste, mon Dieu, je ne peux penser qu'à l'homme révolté du maître. D'accord. Camus. Très bien. Oui, mais l'homme révolté, c'est ça. Mais cette révolte peut d'ailleurs avoir tous les contours. Cette révolte, n'importe qui peut l'avoir dans des états modifiés de conscience. Alors, je pense à l'alcool, je pense à la drogue, mais il paraît qu'il y a d'autres choses aussi. L'amour, les nuits blanches, le jeûne, je ne sais pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'anticonformisme affleure avec des états modifiés de conscience. Quand la conscience se permet des libertés, j'aime bien l'expression, quand la conscience se permet des libertés par rapport à son surmoi, on dirait, dans une optique freudienne. Cette idée de drogue, d'alcool, etc., fait l'anticonformisme du rock. Le rock, le grand mouvement rock, qui est un mouvement qui résonne encore et il est totalement à la mode aujourd'hui parmi les jeunes, c'est un mouvement qui est tous au fringard. Le rock est un mouvement qui résiste et qui traversera peut-être les siècles. Le rock, c'est un mouvement justement de tenir tête au système. Tenir tête au système, et donc tous les moyens sont bons. Alors le psychédélisme et autres, mais d'ailleurs des anticonformistes comme Charles Baudelaire ou comme d'autres qui ont utilisé la drogue ou qui ont vanté les mérites de la drogue ont influencé aussi beaucoup d'autres artistes. Se permettent d'accéder à des niveaux de rationalité qui ne soient pas la rationalité instrumentale. C'est ça pour moi l'anticonformisme. Sortir de cette rationalité qui nous dit que finalement il n'y a qu'une seule mode de pensée, c'est le mode utilitariste, le mode pragmatique. Finalement, pour être anticonformiste, il faut être anti-anglo-saxon. Et je pense que le rock, c'est un mouvement presque anti-anglo-saxon en pleine anglo-saxonnerie. Il y a un point qu'on n'a pas abordé, mais qui va rejoindre pas mal de questions qui ont été posées, qui ont été évoquées ici ce soir. Il a été abordé brièvement, c'est la question de la morale. Vous vous souvenez tous de ce film Le Cercle des Poètes Disparus, où Robin Williams a cette attitude que j'adore, que tout le monde adore, parce qu'on ne peut faire que l'admirer. Il est avec donc sa classe d'étudiants, et là il les invite à tous monter sur la table. Voilà ce qu'est pour moi l'anticonformisme. C'est la capacité d'avoir une vue, encore un lapsus, une vue différente, pas forcément anti-contre, une vue différente, un point de vue différent sur le monde. Ça fait à la fois des sujets libres, on l'a dit à maintes reprises avec Vincent, mais ça fait aussi des sujets qui pensent différemment et qui pensent surtout dans l'inédit. Pour moi, l'anticonformisme, ce sont des tentatives. Ça ne veut pas dire qu'il a raison, ça ne veut pas dire que c'est une voie qui est bonne en soi, ça ne veut pas dire que ce sont des tentatives, mais encore faut-il avoir l'audace pour pouvoir les réaliser. En cela, je voudrais revenir sur la question de la morale. Évidemment, on est une société qui a hérité, notamment après le christianisme, on va dire de 15 siècles de morale très pesante, et plus de 15 siècles d'ailleurs, au moins 18 siècles quasiment, de morale très pesante et très, très, très lourde. Et la première, pour moi, une des premières grandes tentatives
il y a une Nietzsche, Marx, etc. Mais pour moi, le mouvement des athéistes, mais un grand mouvement pour moi, tentative anticonformiste et vraiment révolutionnaire, c'est le rapport à la sexualité. Et c'est notamment c'est la problématique telle qu'elle a été posée par Freud, qui, je pense, dans l'histoire a eu peu d'équivalent, de renverser autant d'a priori sur le sujet, même si les Grecs avaient une autre vision évidemment de la sexualité, et elle est bien connue, elle était beaucoup plus libertaire, mais surtout de la rendre possible, la question de la jouissance. Et en cela, pour moi, l'enjeu, ce sont les tabous. Voilà. C'est fini, tu as dépassé de 15 secondes. Oui, mais toi, tu as dépassé plein de fois. Bon. On va lire des questions. Hop. Rosalie, dans la mise en acte de l'anticonformisme, il y a l'acceptation de la possibilité de la solitude. Génial de mêler la solitude. Ophélie, alterconformisme, elle pose la question, est-ce que l'anticonformisme serait un alterconformisme? Alexandra, pensez-vous que les Z, la génération des milléniaux, des Z, pensez-vous que les Z qui arrivent ont déjà ouvert la voie? Ne sentez-vous pas que la fin de l'ère industrielle est en marche et qu'une grande révolution anticonformiste est en route, avec les Z, le numérique et la demande de mise en sens, l'amour et l'amitié après le bonheur? Monsieur Spédès, vive la révolution. D'accord. Liliane, et la prise de risque de l'anticonformisme. Ça, c'est revenu, Bolga aussi nous a dit, l'anticonformisme, c'est prendre des risques énormes. Et le côté générationnel est super intéressant. Et je vais répondre à tout ça en 1 minute 40, 100 secondes. C'est parti. L'anticonformisme, aujourd'hui, effectivement, on a une génération qui est totalement séduite par le concept, même si c'est une génération qui, pour moi, est conformiste de façon inconsciente. C'est une génération qui cherche à bluffer, à truquer, à jouer, à remettre en cause les normes qui vont freiner son efficacité technicienne, cette capacité à zapper, à bidouiller, mais profondément, il n'y a pas une vision systémique. Justement. Or, l'anticonformisme philosophique auquel j'aspire et auquel je vous invite, c'est un anticonformisme qui produit une vision systémique, dans laquelle toutes les parties de la société seraient reliées. Une vision systémique, c'est ce qui manque pour moi dans la production philosophique contemporaine. On n'a pas du tout une vision globale qui relie la géopolitique, l'économie, l'intime, la psychologie, etc. Modestement, c'est ce que j'essaie de déployer dans mon œuvre, d'avoir une vision qui renoue avec le politique et l'intime. Mais fondamentalement, l'anticonformisme, c'est tenir tête au système. Les risques, bien sûr il y a des risques, mais les risques c'est quoi? La solitude aujourd'hui est vécue comme un risque, mais en fait c'est une immense chance. Le risque d'être ostracisé par le groupe, c'est pouvoir accéder à d'autres groupes, notamment par Internet. On peut toujours trouver un groupe d'accueil pour notre anticonformisme, mais profondément, le vrai risque de vivre, c'est le risque de passer à côté de son désir. Or, la chape de plomb conformiste, en nous privant de notre authenticité dans notre désir, nous prive de notre désir même. Et donc l'anticonformisme est un tutoiement de notre propre désir, c'est pour moi le sens même de la vie. À toi. Non, Vincent, c'est très beau ce que tu dis sur le travail sur le désir. Alors, évidemment, la question de la solitude. Moi, je pense au contraire qu'il y a les deux. De toute façon, aujourd'hui, nombre de critiques, que ce soit les sociologues, j'ai tendance à les côtoyer beaucoup ces derniers temps, on trouve souvent une pensée catégorique sur le sujet. Ceux qui pensent le contemporain. Soit c'est un monde terrible, où on est complètement exclu les uns des autres, hyper narcissique, etc. Soit on est tout le temps, on se perd dans le zapping affectif et communicationnel, si bien qu'on ne s'attache à rien, etc. Bon, moi je ne pense pas du tout que ce soit ni d'un côté ni de l'autre, ni anti ni pro pour le coup. Je pense au contraire que c'est dans les deux mouvements que se situe notre modernité. Et la question de la solitude, peut-être que ça pourrait être un retrait nécessaire pour pouvoir, par le recul dont tu parlais, dont parfois manquent effectivement les générations Z, pour pouvoir être suffisamment en dehors, être dans le mouvement, mais suffisamment en dehors pour pouvoir le penser et se positionner par rapport à ça. Et donc faire des choix qui seraient d'autant plus libres. Et en cela, la question du conformisme, de l'anticonformisme, se situerait au cœur d'une dimension de la solitude. Parce que avoir suffisamment de recul pour pouvoir penser le monde qu'on habite en ce moment. Un mot sur ce que tu disais sur le désir. Ma théorie, en tout cas, et c'est celle que je développe aussi dans mes recherches, c'est de dire qu'on est dans une société malade du désir. Moi, j'aime beaucoup le désir mimétique qu'on retrouve chez Spinoza ou chez René Girard, une société de l'envie qui va tout à fait avec un contexte de surconsommation qui fait qu'on veut désirer ce que l'autre possède. Et je termine juste là-dessus. Non, c'est terminé. Non, c'est sans pitié. Non, c'est sans pitié.
Mais c'était très intéressant, et René Girard, effectivement, est une référence du conformisme, anticonformisme, du bouc émissaire, parce qu'on doit aussi parler de ça. Ceux qui évoquent le risque de l'anticonformisme évoquent ça. Mais attends, avant de prendre la parole, parce que je n'ai pas pris la parole, je ne fais que rebondir. Ah, t'as pris 15 secondes de plus. Vous avez remarqué, c'est pas juste. Je veux mes 15 secondes. Non, j'aimerais lire ce que nos amis, nos copilotes nous disent. Cécile, le projet politique de la Silicon Valley produit un nouveau conformisme, peut-être pire. Très intéressant. Alexandra, ça compte pour du beurre, c'est chez Donald, Cécile, ça je comprends pas. Christian, avoir 60 ans et aimer une femme de 28, est-ce conformiste? Oui, mais par contre, avoir 60 ans et aimer un homme de 28, c'est peut-être anticonformiste. Non, dans la sexualité, il n'y a pas de normes. Ouf, tu plaisantes. Ah non, mais... T'as pas lu Foucault, alors. Hein. Mais je sais ce que je l'ai lu, justement. Alors, Liliane, la solitude permet le rock comme le switch au jeu d'échecs. Bolga, on met trop facilement le hors-norme dans une case pathos, souffrance, à la sauce marketing. Le désir est devenu si beau dans la philo-vie. D'accord. Alexandra, ne vous laissez pas faire, Madame Godard. Bon, je prends 15 secondes de plus. Bon, alors. Donc, je pars, c'est parti. En fait, je trouve qu'en fait, on est hyper conformiste et que les artistes sont hyper conformistes dans les voies d'expression qui, normalement, devraient être anticonformistes. J'ai adoré un mouvement qui s'appelait, dans les années 2000, le speed bass. Je ne sais pas si tu connais, c'est peu connu. C'est un mix de mouvements avec une basse qui va super vite. Je ne sais pas si tu vois 300 à la noire, ce que ça donne, 300 à la noire sans métronome. C'est hyper vite. Respire pas. Voilà, on respire pas. Voilà. Et le speed bass, c'était vraiment intéressant. Ça venait de l'ouest des États-Unis, Californie et autres. Et alors, c'est un mouvement assez génial qui mélange de grabbeur et de drum and bass. Et il prenait des fréquences hyper graves, subharmoniques, tu vois. Et il y avait vraiment un côté complètement décalé, beaucoup d'humour, ringardisé, ils prenaient des références ringardes, et ils utilisaient un son de mauvaise qualité, ce qui permettait à tout le monde d'en faire. D'ailleurs, c'était transgenre, il y avait tous les genres musicaux qui étaient là. Et dans le speed bass, qui maintenant n'existe plus, bon, les grands artistes, c'est LMS, Dubstar, Error, Digital Pigeon, etc. Dans le speed bass, ce qui était intéressant, c'est justement cette idée de référence ringarde. C'est-à-dire que les trucs qui n'étaient pas à la mode, qui n'étaient pas du tout commerciaux, qui n'étaient pas attendus, par exemple la musique country, étaient recyclés en assumant cet anticonformisme farouche. Et ça ouvrait des voies, et je pense que ça peut ouvrir des voies à une créativité débridée. Aujourd'hui, ce qu'on voit notamment dans le rap, qui est censé être anticonformiste, on voit des gens qui ont une production hyper léchée, le son est parfait, il faut avoir des millions pour faire un album de rap aujourd'hui. Stop, tais-toi. Bon. Vas-y, à toi. Oui, il s'agit évidemment de prendre le contre-pied. Et la musique, toi tu cites la musique, évidemment, c'est toujours un plaisir de t'entendre sur des références que peu de personnes connaissent, alors merci Vincent. Mais moi je prendrais, comme on a évoqué un terme tout à l'heure, mais tous les auteurs, je pensais à Patochka, tous les auteurs de la dissidence, notamment contre le communisme, pour ne citer que, et tous les auteurs dans la littérature de la dissidence à proprement parler, ce sont des mouvements de résistance, ce sont des mouvements anticonformistes, ce sont des mouvements de lutte qui prennent le contre-pied des normes établies et de la bien-pensance. À ce titre-là, je voudrais reprendre quelque chose que j'évoquais tout à l'heure, que je n'ai pas pu développer, le rapport entre le désir et la jouissance. Donc ces auteurs dissidents, ces auteurs qui finalement se battaient pour un idéal qui les dépassait largement, se battaient pour un idéal qui était un idéal culturel, qui était un idéal social, qui était un idéal de liberté dans un contexte où ce n'était pas envisageable. J'ai longtemps enseigné, moi, juste après la chute des communistes, dans beaucoup de pays d'Europe de l'Est, et j'enseignais la philo-politique. Et quand j'étais en Roumanie, par exemple, à Cluj-Napoca, j'ai enseigné pour la première fois ce qu'était la liberté politique au sens démocratique du terme, que ce soit chez Platon ou chez Aristote. J'avais des étudiants qui étaient tous des juristes, qui me regardaient avec des grands yeux. C'est la première fois qu'ils pensaient les choses de cette manière-là. Et je pense qu'on a oublié une chose, c'est que peut-être la mollesse de notre anticonformisme actuel, c'est parce qu'on est dans des sociétés qui n'ont plus d'ennemis. On est dans des sociétés où finalement, on a la liberté d'aller et venir, on a la liberté politique, on a la liberté d'expression, on a la liberté d'être. Néanmoins... C'est fini. Bah oui. Les castrateurs, hein, vous aurez remarqué. Si, j'ai besoin de soutien là. Arrête, t'as pas le droit. Il me laisse pas une seconde alors que lui il en prend 15 à chaque fois de plus. Non, c'est pas vrai. Tu bluffes. Non, oui, effectivement, tu dis un truc très vrai. Important, c'est l'idée de résistance.
Dans l'anticonformisme militant, non pas le non-conformisme, mais l'anticonformisme, il y a l'idée de résistance, donc de création. Résister, c'est créer. Donc de trouver des voies alternatives et d'abord des angles de vue différents, une vision nouvelle du monde, une écoute nouvelle du monde, une capacité à remettre en question non seulement les vérités établies, mais les angles de vue. L'anticonformisme, c'est pour moi, encore une fois, un enjeu philosophique qui est vraiment l'ennemi à abattre aujourd'hui. C'est-à-dire que, par exemple, prenons l'école, l'éducation. L'éducation qu'on donne à nos jeunes est une éducation de conformisme absolu, d'obéissance absolue. On a des notes, on a des devoirs, et on est fliqué tout au long de notre scolarité, c'est-à-dire pendant notre âge tendre. On est fliqué si on répond bon ou pas bon, on est évalué, on est trié individuellement. C'est une école de la soumission, notamment à des règles totalement absurdes, notamment à l'arbitraire des maîtres. L'école d'aujourd'hui, c'est pas pour rien que les mathématiques, qui sont d'ailleurs une discipline totalement anticonformiste lorsqu'on parle des mathématiques avancées, de la recherche mathématique, mais les mathématiques enseignées à l'école, c'est une école de conformisme absolu. Et c'est pas pour rien que c'est devenu, en France en tout cas, une matière de sélection réelle, tout le monde fait un bac aujourd'hui scientifique parce que c'est une matière de sélection. Et peut-être qu'il faut réinventer une école où la possibilité de sortir du conformisme soit valorisée véritablement. Pour moi, c'est le sens d'une école démocratique. Alors, Vincent, avant que je poursuive, je tiens à te dire que j'ai nombre de personnes qui me soutiennent, que tu devrais me laisser 10 secondes de plus. Je te laisse 10 secondes, parce qu'il n'est pas trop. Oui, je suis complètement d'accord avec ce que tu dis, et pourquoi pas toi et moi révolutionnons l'école et proposons... Moi, je suis avec les copilotes, c'est surtout avec les copilotes que l'exercice est intéressant. Non, mais ce que je veux dire, c'est que proposant en tant que philosophe un mode d'éducation qui soit complètement différent et qui donne le choix, en tout cas... C'est le peuple de faire... Moi, je suis contre... Attends, je suis contre l'idée que ça vienne des philosophes, vraiment. C'est pas du tout en tant que philosophe qu'il faut repenser l'école, c'est vraiment... Non, mais ça n'empêche pas qu'on s'inscrit dans le peuple aussi, et on fait partie de la cité en tout cas. Enfin bref, donc je mais oui, merci. Donc cela implique d'avoir le courage de prendre des risques. Il y a peu de temps, Anne Fourmental nous quittait, qui était une philosophe psychanalyste que j'apprécie beaucoup, et qui a fait l'éloge du risque. Et la très belle question qu'on a eue au début, là, quelqu'un qui parlait effectivement de s'émanciper des normes sécuritaires, moi j'ai adoré cette question-là aussi, j'ai pas rebondi encore là-dessus, c'est la peur de prendre du risque. Il n'y a pas de création, il n'y a pas d'inédit si on n'a pas cette capacité à oser prendre des risques. Je reviens sur la question, je voudrais finir sur la question de la différence entre la société de la jouissance et la société du désir. Je parlais de la dissidence, je parlais de la résistance, de la capacité à prendre des risques, de la capacité à s'exposer, de la capacité à un moment donné où il faut être capable de s'en foutre de tout et d'y aller. Vous vous rendez compte qu'il existe aujourd'hui des gens qui écrivent des bouquins dont le titre c'est « Osez vous foutre la paix ». C'est ça le titre du bouquin ? « Foutez-vous la paix », c'est Fabrice Midal qui a écrit ça. Donc vous imaginez l'injonction comme si on devait aujourd'hui nous autoriser de notre désir, nous autoriser d'être soi, comme si on n'était tellement pas libre dans le fond à cause de ces normes qui nous maintiennent, j'allais dire par le ventre ou par ailleurs, pour dire à quel point c'est fort, qu'on est obligé de s'autoriser d'eux et que quelqu'un d'autre vienne nous le donner, ce désir-là, comme si on n'avait plus la capacité à être à la hauteur de notre désir. Alors effectivement, moi je mets en parallèle la question du désir et la question de la jouissance, parce que le but qui est un veille au repos de la modernité et de la postmodernité, c'est la question du bien-être et du plaisir pour soi. Point. Je vais lire quelques phrases. Monsieur Céspedes nécessite de ne pas couper Madame Godard. D'accord. J'avais dit les femmes. Ok. Alors là, je partage à 3000% votre avis sur l'éducation. Vous ne voudrez pas partager le ministère de l'Éducation nationale tous les deux. Mais la quête du bonheur à tout prix, n'est-ce pas la norme de ne pas prendre de risques? Oui. Alexandra, oui. Se mettre 5 challenges par jour pour quitter sa zone de confort-conformisme et aller vers son désir. Vous développez les tabous. Pourquoi si coriaces? Pouvez-vous développer les tabous? Pourquoi sont-ils si coriaces? Dit Florent. Et Florent disait un truc intéressant tout à l'heure. Il disait on est trop dans le pro et il n'y a pas de mesure. On est trop dans le pro, conformisme, etc. Voilà, ça j'ai lu, donc je relance. Bim. Je pense qu'il n'y a pas plus conformiste aujourd'hui que cette mode du non-conformisme de salon zen, je vais l'appeler.
C'est-à-dire, tout le monde sur Facebook a l'impression de poster son petit nombril, ses petites humeurs. Et en fait, moi, quand je surfe sur Facebook, j'ai l'impression d'avoir toujours la même histoire racontée par plein de personnes différentes. C'est saisissant. Vous regardez un peu ce qu'ont posté vos amis. Et en fait, il y a très peu de choses qui nous choquent, qui nous bouleversent, qui nous émeuvent. Parce que dans ce conformisme de la rebellitude, zénitude, rebellitude, faisant bon ménage aujourd'hui, on a l'impression que maintenant les plus grands guerriers contre le monde moderne, ce sont ceux qui méditent. Il faut arrêter de délirer. Enfin, j'adore cette idée. Donc, on a l'impression qu'en fait, j'ai l'impression qu'on veut surtout ne pas être anticonformiste et on ne veut pas non plus être conformiste et donc on choisit, Florence, ça va peut-être te déplaire, on choisit la voie, une sorte de voie je dirais de la mauvaise foi pure au sens sartrien. C'est-à-dire on ne choisit pas, on choisit de ne pas choisir. On choisit d'être apolitique au lieu de prendre parti, on choisit de ne pas se mêler de la marche du monde et de méditer sur son nombril. Et donc, dans cette posture-là, moi, je vois un désengagement de la politique. Pour moi, l'anticonformisme est peut-être le départ d'une repolitisation de l'individu cybermoderne. Et cette repolitisation ne va de pair qu'avec renouer avec nos fragilités. Parce que le conformisme, c'est vouloir dissoudre notre mort, notre finitude, notre fragilité. Je suis comme les autres, donc je ne vais pas mourir. C'est une logique de bétail, c'est une logique de troupeau qui ne doit pas exister. Toi. C'est très important ce que tu dis, puisque finalement, une norme à laquelle on ne peut pas faire autrement que de s'y soumettre, c'est la mort. Mais avant de revenir là-dessus, il y avait une question sur laquelle je voulais rebondir, oui, c'est la question de la mesure. Encore une fois, j'insiste sur cette idée selon laquelle, finalement, on peut avoir du plaisir. Quelqu'un de libre ne se pense pas en fonction d'une norme établie. Quelqu'un de libre ne culpabilise pas, ne s'interroge pas en fonction de ce qui est. Il peut être anticonformiste et parfois être conformiste. Ça ne lui pose aucun problème. Celui qui va être suffisamment libre pour penser en dehors de la norme est précisément celui qui va être, dans ce cadre-là, créateur. Il ne peut pas y avoir de créateur sans liberté. On ne peut pas créer sans être libre intrinsèquement. Je parle d'une liberté intérieure. Et ça évoque aussi évidemment ce que tu disais, Vincent, d'une très belle manière, qui est la question de l'engagement. Ce qui nous manque un peu à notre société contemporaine, sans que je sois trop dogmatique là-dessus, ni catégorique bien évidemment, je vais le dire avec guillemets, mais sans délicatesse, ce qui nous manque, c'est des couilles. Voilà, je veux dire les choses. Je pense qu'on a de très belles intentions. J'ai fustigé les politiques, au sens de publicité, de médiatisation sur la bienveillance. C'est des notions qui me sortent par les yeux, j'en entends partout, que ce soit dans les hôpitaux, chez les chefs d'entreprise, partout. J'ai fustigé ça, j'ai remis à l'envers la question de la bienveillance, qui pour moi est une injonction exécrable, et qui justement, la bienveillance n'est pas la bienfaisance et évite l'engagement. Bon, bah, écoute, on va finir par un dissensus absolu, parce que moi je crois qu'au contraire, tu n'es que dans la bienveillance. Je te vois aborder ce thème tout le temps. Le sentiment d'humanité, ton livre, c'est un livre de bienveillance absolue. Je ne vois pas en quoi on a une pensée dans ce que tu écris, une pensée anticonformiste par rapport à ces normes. Je vois pas. Autre chose, l'anticonformisme dont il est question, on a souligné le côté solitaire, et d'ailleurs Joël parle de cette expérience solitaire. Il risque de se passer, et l'anticonformiste risque de passer inaperçu parce que les masses sont des masses qui sont foncièrement conformes. Moi je pense que la dissidence dont on parlait, la résistance, aller contre les normes, ne s'inscrit que dans une repoétisation du citoyen. Je crois que c'est que parce que le citoyen redevient philosophe et poète, ou s'autorise à être poète et philosophe, s'autorise à sortir de cette neutralisation de l'art que tous nous vivons et qu'il faut évidemment réaménager dans son espace intérieur, dans son lieu sacré. Nous sommes tous avec des potentialités artistiques, créatrices qui ont été complètement brimées par l'école, par le système éducatif. Et si nous ne sommes pas artistes, si nous ne sommes pas créateurs de nos propres questionnements, de nos propres valeurs, alors nous tombons dans le conformisme. Le conformisme, c'est la niche à laquelle nous sommes voués lorsque nous sommes coupés de l'art et de la liberté de s'inventer soi-même. À toi. On pourrait peut-être reprendre quelques questions ? Ouais. Liliane, on n'autorise pas non plus le chemin du questionnement
de la personne, ses essais, ses choix, et de le repositionner dans un environnement économique et historique, une sorte d'intolérance du questionnement. Christian, oser, s'autoriser, s'installer, est-ce un conformisme que de s'autoriser avec l'aval d'autres psychanalystes? C'est pour toi ça? Ouais, non à la bienséance et vive la révolution. Liliane, le solitaire face à l'anticonformisme, est-ce que parce que c'est une décision unique et personnelle? Steph, le challenge, c'est de créer son propre espace-temps. Voilà. À toi. Je propose qu'on fasse 2 va-et-vient chacun. Et après, on conclut. Voilà. Un va-et-vient. Tu parles, je parle, tu conclus, je conclus. D'accord. Hein? Qu'est-ce que tu as commencé? C'est un coup bas là sur la bienveillance. Non, je vois pas, je comprends pas. C'est une question. Je comprends pas en quoi tu révolutionnes. Je comprends pas en quoi tu remets la notion de bienveillance de façon anticonformiste, alors que c'est un thème à la mode. On fait tous des confs sur la bienveillance, un non plus pouvoir. Non, ce que je disais simplement, c'est que la bienveillance, qui peut être contre la bienveillance a priori. Sauf que dans la bienveillance, il y a l'étymologie de benevolence, vouloir le bien. Et il y a quelque chose d'un abus dans la question de vouloir le bien, parce que finalement, je veux le bien pour l'autre. J'impose un bien à quelqu'un sans savoir si ce bien lui correspond réellement, sans savoir si c'est le bien qu'il lui faut, et sans savoir s'il en a envie. Et donc, sous couvert d'une intentionnalité très positive, puisque je suis bienveillante, et donc je me couvre de tout cela, j'impose le bien à quelqu'un sans même savoir s'il le veut et si cela lui fait plaisir, et si ça correspond vraiment à un bien pour lui. En clair, le bien de l'un n'est pas le bien de l'autre. Et dans le registre hospitalier, on parle de bienfaisance pour justement éviter de parler de malfaisance, de bienveillance, pardon, pour éviter de parler de malveillance, et on parle de bienfaisance pour éviter de parler de malfaisance. Et donc des traitements qui peuvent être extrêmement violents sous couvert de bientraitance. Et c'est dans ce cadre-là que je parlais de la bienveillance. Et dans mes œuvres, enfin, c'est un grand mot que de dire ça, dans ce que j'ai écrit en tout cas, c'est pas tant la question de la bienveillance qui se joue avec toute une allure un peu de bien-pensance, catho, etc., que la question du bien tout court. Mais ça, je pense que c'est le propre de la philosophie que de tendre vers la vérité, de tendre vers le bien. Je termine là-dessus, de dire que s'il est un des critères et des registres de l'anticonformisme, pour moi, c'est de s'opposer à la pensée unique. Et c'est pourquoi aujourd'hui, finalement, c'était une belle tentative que de pouvoir multiplier les différences pour justement être en résistance contre la pensée unique. Alors, la fameuse pensée unique, qui est, à mon avis, une création totalement exagérée, parce qu'on n'a jamais eu autant d'explosions de pensée aujourd'hui. Dans les réseaux sociaux, le débat est là. Sur Dream Tanks, on a eu une année de Dream Tanks, 450 Dream Tanks totalement différents. On n'était pas d'accord et c'est ça qui est bon. Et d'ailleurs, il y en a plein qui ne sont pas d'accord et c'est ça qui est génial. Donc la pensée unique, pour moi, c'est déjà une optique conservatrice. C'est déjà dire qu'il y a une pensée unique, c'est déjà dire ne soyez rebelles que là on vous le dit. Et nous sommes dans l'époque de l'anticonformisme dirigé. L'anticonformisme dirigé, évidemment, ce n'est pas un anticonformisme, c'est ménager au peuple des cases, et pour moi, Mélenchon joue ce rôle-là aussi. C'est pour ça que je suis très fortement contre ce qu'il représente. C'est un anticonformisme encadré par le parti. C'est un anticonformisme où on nous dit tu as le droit de désobéir là, dans telle et telle condition, à telle et telle norme. C'est un anticonformisme de télé-réalité, c'est-à-dire en fait tout est sous contrat et tout est dirigé. Moi, je crois qu'il faut que la norme existe. Je ne suis pas anti-norme. Je crois que c'est important, notamment pour la jeunesse qui est déboussolée aujourd'hui au niveau éthique, qui est en souffrance éthique parfois. Je pense que c'est important d'avoir le bien, d'avoir le mal, d'avoir une norme et une indication des valeurs et des normes. Mais l'anticonformisme auquel j'aspire est un anticonformisme philosophique, ludique, clandestin parfois, pour éviter les risques, pas forcément révolutionnaire, pas forcément anarchique, mais qui, de façon clandestine, œuvre à déconstruire les normes de façon ludique pour en reconstruire d'autres. Tu as dit stop avant les... Non. Il faut que je parle encore ou on conclut? Alors on conclut, mais il faut qu'on conclue en répondant, parce que le but c'est quand même le lien. Donc on lit un peu ce que vous dites. Bienfaillance feel good, se situe au-delà du bien et du mal, dit Aude, point d'interrogation. Tout le monde dit que, ou tout le monde pense que, dit Bolga. Tout le monde fait comme ça, notre bienveillance est
d'être biphasique avec le monde et ses jolies valeurs. On se doit d'être un peu égoïste pour s'aligner sur notre norme vitale. L'égoïsme étant, Stirner, je citais Stirner, qui est un égoïsme absolu, hein, Stirner. J'adore Vincent et Vision d'à côté. Liliane, et oui, j'ai aussi mes fans, qu'est-ce que tu crois? L'anticonformisme est-il un cheminement personnel? C'est intéressant. Il faut être libre de choisir ses normes, dit Asma. C'est un beau mot. C'est un beau mot de fin. Hein. Je te propose donc, vas-y, alors, qu'est-ce que... Un mot de conclusion. Mot de conclusion, après on discute librement sur l'exercice. Ouais, d'accord, ça marche. Mot de conclusion sur le thème, voilà, on fait un débrief. Donc, pour moi, le danger, aujourd'hui, ce serait de vous dire, soyez anticonformiste. Ou alors, inventez votre anticonformisme. Je voudrais juste terminer sur quelque chose qui m'a un peu effarée. Vous savez, brièvement, on a un peu préparé Vincent, hein, chacun de notre côté, ce qui était c'était vraiment intéressant pour ça. Et moi, la première chose que j'ai commencé à faire, c'est de taper dans Google exemple d'anticonformisme. Et vous savez sur quoi je suis tombée? Et je vous invite à aller regarder ça. C'est tellement symptomatique. Comment être anticonformiste en 17 points? Voilà, on vous apprend en 17 points à être anticonformiste. Alors, j'ai pas le temps là en 1 minute 40 de tous vous les lire. Juste pour vous dire, premier point, c'est les trois grands thèmes. Comprendre les pressions sociales, trouver son point de vue et mener une vie quotidienne anticonformiste. Alors, si vous voulez, on est encore dans le pire du pire de l'injonction, parce que là, finalement, vous n'êtes pas dans le coup, vous n'êtes pas à la page ou dans le monde ou je ne sais quoi, si vous n'êtes pas anticonformiste. Et là, vous en avez la preuve, et en 17 points, vous pouvez le devenir, quitte clé en main. Donc ça, pour moi, c'est ce qui vous empêche de penser, c'est ce qui vous empêche de créer de l'authenticité, c'est ce qui vous empêche d'être vrai, c'est ce qui vous empêche d'accéder à votre vérité, et surtout, c'est ce qui vous empêche d'être libre. Et ce sont contre ces injonctions-là qu'il faut aujourd'hui réfléchir, qu'il faut aujourd'hui se positionner. Le but n'étant pas d'être anti, pour, contre, etc. Le but, c'est de penser ce rapport au monde-là. Ça fait moins d'1 minute 40. Oui, parce que j'en avais fini. D'accord, c'est bien. Oui, bien sûr. En tout cas, on fera le débrief de ce qu'on a vécu, mais en tout cas, c'est sûr, c'est que l'anticonformisme, dans ma logique, doit s'opposer forcément au capitalisme, qui est vraiment une sorte de matrice qui nous pousse à un conformisme de consommation, à une société de consommation dirigée, comme disait Henri Lefebvre. Et véritablement, ça ne peut exister que si on crée en dehors des circuits commerciaux. Je crois vraiment qu'il y a une logique de sortir des gros circuits commerciaux, de critiquer tout ce qui se commercialise et donc qui se dégrade dans sa vigueur artistique, dans sa vigueur créatrice. Le monde des indés, comme on les appelle dans l'industrie du disque, hein, les indépendants, les films indépendants, c'est aussi à nous, citoyens, d'être responsables et de pouvoir donner vie, donner corps, faire écho, et par les réseaux sociaux aujourd'hui c'est facile, à tout ce qui est indépendant, à tout ce qui a été créé dans l'underground, à tout ce qui a été créé en dehors des circuits commerciaux, des immenses blockbusters, des immenses grandes sorties attendues. Pouvoir aussi développer l'esprit critique. L'anticonformisme, c'est d'abord une attitude, une posture de pensée. J'insiste, il est d'abord d'essence courageuse et philosophique. En ce sens, vraiment, c'est l'accès à notre pleine humanité. Pour moi, notre humanité, ce qui fait que je suis vraiment humain, c'est que je suis profondément anticonformiste dès que j'écoute mon cœur, mes désirs, dès que j'écoute mes révoltes intérieures. C'est le mot d'Emerson. Je disais, être anticonformiste, c'est être anti-américain, et que les anticonformistes américains, eh bien, sont pas américains. Emerson disait, c'est pour moi le mot de la fin, celui qui veut être un homme doit être anticonformiste. Voilà Stop. on se termine là, voilà, c'est terminé. Non, là, je suis plus du tout dans l'explication. On reprend la main. Alors, qu'est-ce que vous avez pensé de cet exercice inédit, hein, première fois, même dans l'histoire de Dream Tanks, les Agora vidéo citoyennes, et à mon avis, voilà, c'est un exercice totalement inédit. 20 minutes de duo, 40 minutes de dialogue. On a vraiment respecté le compteur, hein, contrairement à ce qui a été dit à quelques secondes près. On attend vos réactions. Il y a beaucoup de vive la marge, dit Liliane. Béatrice, tout à fait d'accord, Vincent, mais qui est prêt à sortir du système de consommation? Voilà, le débat va se poursuivre. Elsa et moi-même, on va continuer de lire vos réactions, hein, bien sûr, et donc on répondra demain, après-demain, dès qu'on a du temps libre. N'hésitez pas à partager cette vidéo. Qu'est-ce que tu en as pensé donc de l'exercice, Elsa? Écoute, déjà, je te remercie de m'avoir invité à le faire, parce que c'est une idée qui vient de toi. Et
Alors, je vais être assez brève, mais quand même, je vais dire mes impressions et mes sensations. Le sentiment de se jeter dans le vide, parce que même si on se connaît, on n'a jamais fait ça, c'est vraiment, comme tu disais, une grande première, mais du coup, donc, ne rien savoir, être un peu à l'aveugle. Quand tu fais des Dream Tank tout seul, on a une forme de toute puissance, etc. C'est cool, on maîtrise tout ça. Là, on est vraiment obligé d'être dans la rencontre. Alors, je vais dire comme une poupée russe, la rencontre avec toi et la rencontre évidemment avec les internautes. Et voilà. Donc, il y a encore plus d'attention, d'investissement. Voilà. Deuxième chose, je commence par les critiques. Elle profite parce qu'elle n'a pas de minuteur là. Ouais, non, je ne vais pas durer. Deuxième chose, parce que je vais commencer dans les critiques, puis après je vous dirai les côtés positifs. J'ai trouvé qu'il était plus difficile en revanche de lire les questions des internautes et d'interagir. Et pour moi, ça a été un point de frustration. Et je pense que... On les a lus, hein. Oui, mais j'ai peut-être pas lu assez... Enfin, voilà, il y a un point de... On les a lus, je les ai lus à haute voix, peut-être qu'il faut le densifier. Oui. Mais on les lit, d'ailleurs on peut les lire. Peut-être qu'on fera ça... Voilà. C'est vraiment très frustrant quand il y a coupure de la pensée. Ouais, ça c'est vrai. Bon, c'est un peu le jeu, mais moi c'est pas quelque chose qui m'a dérangé parce que ça nous oblige. Enfin, pour moi, ça m'a obligé à être synthétique, à aller vraiment dans le vif, et j'ai trouvé ça plutôt très motivant. Alors, par contre, sur le point de vue positif, je vais vous dire une chose, les amis, je me suis éclatée. C'était juste génial. J'ai qu'une envie, c'est de recommencer. C'était top. J'ai beaucoup appris en t'écoutant aussi, Vincent. C'était un moment, et en vous lisant, parce que plein de pertinence dans vos remarques, qui nous ont fait avancer et qui m'ont fait me décaler sur le sujet, sur les idées que j'avais a priori. Et c'était un super moment de partage, d'amitié, d'intelligence collective et tu dirais connective, toi. Alors, et voilà, donc merci. Écoute, ils sont tous contents là, vous êtes tous contents, mes amis. Je lis un peu vos trucs, c'était dynamique, c'était punchy, c'était intéressant. Je pense que les 100 secondes, c'est frustrant. Je pense qu'il faut faire en sorte que l'autre, enfin, il faut faire en sorte d'arrêter même un peu avant pour pas que l'autre dise parce que ça fait un peu gamin. C'est rigolo. Mais c'est rigolo, mais ça m'a pompé un peu d'énergie. Je vous dis, à un moment, ça m'a fatigué ce côté parce qu'on a envie effectivement de. C'est une règle, voilà. Est-ce qu'on l'applique ou pas? Ça parasite le débat. Ouais. Je trouve qu'il faut vraiment que celui qui parle, enfin, c'est mon ressenti, voilà. Il y en a un qui est vraiment fan, c'est Ali Chaoui. Alors il est amoureux, hein. Elsa, il le dit 14 fois, d'accord. Hop, à bientôt et merci. Mieux que mon ménage, d'accord. Génial, j'en redemande. Bon, bah vous êtes quand même super sympa là. Les internautes, les copilotes, je pense qu'il faut faire des pauses et on lit leurs questions et puis après on reprend, voilà. Voilà, c'est un exercice nouveau. Vous pouvez évidemment le faire. N'oubliez pas que Dream Tanks, c'est pour les citoyens et vous êtes des citoyens. Si vous avez envie de faire cet exercice entre vous, n'hésitez pas. Tous ceux qui veulent faire des Dream Tanks, vous n'hésitez pas. Vous dites j'ai envie de faire un Dream Tanks, j'ai une idée et donc on vous met copilote, on vous met éditeur et donc vous pourrez vous-même faire votre pilote exactement, faire votre éditeur comme nous, c'est-à-dire être filmé en vidéo et tenir un propos de dialogue, de débat. N'hésitez pas. Jérémy, je vois que tu es conquis par le concept. On t'attend face à la vidéo. Pourquoi ne pas pouvoir reporter le temps qui nous reste sur la prochaine prise de parole? Ouais, ça va devenir compliqué. En fait, on utilise un smartphone pour compter. C'est pas simple. Pour compter, faudrait quoi? Sablier. Enfin voilà, faut trouver. Je sais ce qu'il faut. Un sablier, c'est non, il faut un minuteur de jeu d'échecs. Ah, t'as raison, c'est une très bonne idée. Il faut un minuteur de jeu d'échecs. C'est génial. On se donne, c'est cruel parce que si on dépense tout son temps après. C'est une très bonne idée. Ouais, on va acheter un minuteur de jeu d'échecs, on va se donner donc 10 minutes chacun et donc boum, on appuie sur le minuteur. Ouais. Voilà. Parce qu'en plus, moi il y a des moments où j'étais tellement pris dans le fil de ta pensée que j'oubliais le chronomètre. Pareil pour moi. C'est vrai que c'est pas agréable ça. Je voudrais pas être conformiste, dit Rosalie. Merci à tous les deux. C'est de la vraie richesse virtuelle ce genre d'exercice. Pourquoi? Voilà. Écoutez, merci, vos réactions sont géniales. Et encourageantes. On était 60 quasiment tout le long, donc c'est super. Et on se dit à la prochaine fois. Et n'hésitez pas à suivre Dream Tanks, à partager la vidéo, à faire du bruit. À très bientôt. Au revoir.